Bon après-midi, Madame, Messieurs de la presse. Bon après-midi à toutes les personnes qui les écoutent à l'extérieur. Bonjour aux élèves, aux jeunes, aux parents, aux enseignants, aux étudiants. À tous ceux qui ont un intérêt de savoir comment vont se passer le retour à l'école, aux crèches, aux maisons relais. Donc un pas de plus vers la réalité, ça c'est notre chemin maintenant. La première étape ou les premières étapes de la reprise ont été effectuées. Ça fait presque 2 semaines que les élèves de première sont à l'école. L'école secondaire a commencé lundi dernier et tout s'est passé comme prévu. Et cela nous donne la confiance pour dire que les prochaines étapes vont bien se dérouler. Donc la prochaine étape, c'est l'ouverture des crèches, des maisons relais, des centres de compétences, etc. le 20 mai, l'école primaire, bien entendu. Nous travaillons de manière très proche avec les communes et les parents vont avoir une réponse mardi prochain sur leurs inscriptions pour l'encadrement, pour la semaine de répétition, etc. Donc je peux vous dire que nous avons bien assuré la semaine de répétition et l'encadrement de l'après-midi avec non seulement les enseignants mais d'autres personnes qui viendront nous aider. Et je suis confiant que les communes arriveront à assurer l'encadrement de l'après-midi, en tout cas d'après l'information que j'ai. Et ceci, ce sera assuré donc dans les salles de classe et dans les autres salles. Mais je pense que les gens que nous avons recrutés par le pool, nous sommes bien conscients et nous sommes confiants que c'est bien organisé et que d'ici une dizaine de jours, nous pourrons faire le départ comme déjà annoncé il y a un mois. Une petite information très importante pour les parents et les enseignants également, ceux qui doivent être au travail à 8 heures du matin et qui n'ont pas d'autre possibilité de faire garder leurs enfants parce qu'il n'y a pas d'accueil, l'accueil dont on a l'habitude et qui nous a offert un grand confort à partir de 6h30, 7h le matin. On a été en mesure de mettre nos enfants au campus scolaire, sachant qu'ils étaient surveillés. Maintenant, pour des raisons sanitaires, cet accueil ne peut pas fonctionner. Mais nous pensons qu'il y a quand même des élèves qui vont venir plus tôt à l'école. Et pour être en mesure de garantir les garanties sanitaires, nous allons avoir une surveillance dans les cours de récré à partir de 7h du matin par les enseignants. Je pense que ça tient compte des soucis dont on nous a fait part ces derniers jours, des dernières semaines, quand les parents nous ont dit on veut aller à temps au travail, tout en assurant la sécurité pour les enfants avant que l'école ne commence le matin. À l'heure actuelle, les enfants de primaire et les tout-petits sont encore à la maison. Ils ont leur scolarisation à domicile, ils sont encadrés à la maison. Et vous savez tous que c'est un énorme défi et que cela a été depuis 9 semaines. D'abord pour les enfants. Si on leur pose la question, tout était différent qu'à la normale. Et les enfants souhaitent un peu plus de normalité. Et je suis contente quand j'entends que les enfants disent quand est-ce que l'école va reprendre pour de bon. C'était évidemment aussi un grand défi pour les parents, pour les enseignants. Et ça demandait un grand engagement de toutes parts. Et les gens en ont fait part, en ont fait preuve d'ailleurs. L'éducation à domicile, c'est pas mal et on a fait des énormes efforts pour pouvoir procurer un enseignement à distance aux enfants. Mais ceci n'empêche qu'il est important qu'on ouvre l'école primaire de nouveau, ainsi que les structures d'encadrement, pour qu'on puisse terminer cette année scolaire, d'une part, et de l'autre côté, pour qu'on puisse nous assurer qu'en septembre, les enfants aient une bonne base pour redémarrer la nouvelle année scolaire. Il a été beaucoup discuté ces dernières semaines
et en disant qu'on crée peut-être des inégalités, qu'on les renforce peut-être parce qu'on ne donne pas la même chance à l'éducation à tout le monde, parce qu'à la maison, les situations sont différentes. C'est pour ça que les portes des établissements scolaires doivent se rouvrir pour tout le monde, petit à petit, bien entendu, mais en prenant beaucoup de précautions pour s'assurer que nous protégeons tous nos enfants, également tous nos enseignants, et dans le cas des crèches, également protéger les enfants et les éducateurs. Nous préférons un bon départ, un départ prudent plutôt qu'une reprise totale. Mais on veut que chaque enfant profite de manière équitable de l'enseignement et d'un encadrement. C'est ce qui nous a guidés lors des décisions que nous avons prises au cours des dernières semaines, tant pour le secondaire que pour le fondamental et les structures d'accompagnement. Nous travaillons avec les directions, avec les comités des écoles, leurs présidents, mais aussi avec les communes, avec les responsables des structures d'encadrement. Et je dois vous dire, cette collaboration et cet engagement fait en sorte que je suis vraiment confiante pour qu'on sache bien gérer les prochaines étapes de la reprise. La reprise est un défi pour nous tous, mais dans certains domaines, le défi est d'autant plus grand que donc, si on retourne dans ces structures d'accompagnement et scolaires, pour certains enfants, il est tout à fait important qu'on mette l'accent sur les secteurs d'éducation où il faut un défi particulier. C'est la petite enfance, les crèches, le cycle 1 de l'école fondamentale, mais je pense aussi aux structures des enfants à besoins particuliers, les centres de compétences, parce que là, il faut également encore plus de défis pour définir les gestes barrières, pour définir quand porter le masque, comment bien tenir sa distance. C'est possible que de manière limitée dans ces centres de compétences, et des fois c'est même contre-indiqué. C'est pour ça qu'on a dû élaborer d'autres dispositions de sécurité et avoir l'accord par d'autres instances. Et nous sommes contents aujourd'hui, une dizaine de jours avant le départ, nous pouvons faire la communication très claire à ce sujet. Hier et aujourd'hui, ça a été communiqué aux responsables, aux enseignants, aux parents, à tous les parents également. C'est encore un défi, mais une reprise est nécessaire. La crèche, c'est vraiment une offre importante pour l'éducation de beaucoup d'enfants. Ça assure également la possibilité que les parents puissent reprendre leur carrière professionnelle normale. Et le cycle 1, vous savez, c'est une préparation très importante pour la carrière scolaire de l'enfant, pas seulement le début en première année, mais aussi sur l'alphabétisation, par exemple. Et notamment, c'est un défi pour ceux des enfants qui ne parlent pas luxembourgeois à la maison, qui n'entendent pas le luxembourgeois. Si on avait laissé les écoles fermées, si on n'avait pas ouvert le cycle 1, alors pendant 6 mois, les enfants n'auraient pas entendu parler la langue luxembourgeoise. Et nous sommes convaincus que ça aurait été difficile alors pour eux d'être alphabétisés l'année prochaine en allemand, d'apprendre à lire et à écrire. Et nous savons que pendant les premières années de l'enseignement, ce sont les années les plus importantes pour l'éducation du côté pédagogique. Ça représente une année importante pour la carrière scolaire parce qu'on pose les jalons pour non seulement les compétences scolaires, mais les compétences sociales également et d'autres prérequis. Également un défi pour les enfants à besoins spécifiques, planifier leur rentrée. Ils ont également un droit à l'éducation, à l'inclusion.
et ils ont droit aux services qui offrent des services particuliers pour eux dans les centres de compétences. Donc en général, ils peuvent en proposer et ça leur fait beaucoup de bien. Et malheureusement, il y en a de trop qui ont dû renoncer au service de ces centres de compétences ces dernières semaines. Une question qui se pose souvent, est-ce qu'il faut vraiment que les enfants, les tout petits, doivent retourner à l'école? On dit bien souvent, les petits ne peuvent pas se tenir aux règles de sécurité, donc est-ce qu'il ne serait pas mieux que les parents aient le choix? Je pense que ce sont des soucis qui se justifient, on les prend au sérieux. C'est un sentiment vraiment normal chez beaucoup de parents qu'ils veulent protéger leurs enfants et savoir que les enfants soient protégés. C'est une discussion qui existe aussi dans plein d'autres pays. C'est la raison pour laquelle il était très important pour moi, étant donné la complexité de la situation, étant donné les soucis et les peurs que j'ai sentis. J'ai consulté à beaucoup d'endroits très larges. On ne s'est pas seulement limité aux avis de la direction de la santé, mais on a également consulté le Conseil supérieur des maladies infectieuses pour savoir comment ce virus-ci se propage et quelles sont les répercussions pour les petits-enfants. Donc hier, il y a eu un document qui a été présenté à la presse de Rudy Balling et du Dr Fuentes. Donc ce document a été présenté. C'est un document qui s'occupe des petits-enfants. Et je cite... Le déroulement de l'infection chez les enfants est en général faible ou même asymptomatique. C'est très rare que ça devient très compliqué. Autre citation, la plupart des études provenant de l'Australie, des Pays-Bas ou de l'Islande, on entend parler d'un taux de contamination très bas chez les enfants. Ils peuvent contaminer, mais le taux de transmission est certainement plus faible que chez les adultes. Que le Covid-19 ne présente pas un grand risque chez les enfants, nous le savons déjà depuis longtemps, depuis 2 mois quand on a fermé les écoles. À ce moment, pourtant, on a pensé que le Covid allait se propager particulièrement vite dans les écoles et dans les autres structures d'accompagnement. C'est pour ça que nous avons fermé toutes les installations d'éducation. Non pas parce que les enfants et les enseignements auraient été exposés à un danger, mais parce qu'on craignait la propagation du virus dans les écoles, dans les crèches et dans les maisons relais. Et on avait peur aussi qu'il allait être difficile de protéger les populations vulnérables au cas où le virus allait se propager trop vite. Aujourd'hui, on sait que les écoles, les crèches, les maisons de relais jouent effectivement un rôle plus petit qu'on ne le pensait dans la propagation du virus. On le sait aujourd'hui, contrairement à il y a 2 mois. Et si d'ici le 25 mai, on ouvre toutes les écoles de nouveau, c'est parce qu'on ne veut pas que les enfants restent là à la maison pendant des mois de manière isolée. Parce qu'à ce moment-là, ils ne rateraient pas seulement la matière, les cours, mais également ils seraient privés de ce développement social, de ces contacts sociaux. Donc il faut qu'ils trouvent un cadre adéquat. L'école, les contacts scolaires, ça fait partie de l'éducation des enfants. Et il pourrait y avoir des conséquences, des répercussions négatives dans leur développement si cette situation perdurait trop longtemps. On a donc beaucoup discuté, on est même allé au-delà. On a discuté avec des pédiatres, avec des pédopsychiatres et avec des psychologues, des parents, etc. Et même des enseignements qui ont demandé. Et j'étais contente d'avoir leur point de vue et de sentir leurs soucis. Nous avons également parlé avec l'association des parents au niveau national, avec les syndicats également.
Et je pense que nous sommes basés sur l'avis des experts aussi, qui disent d'une part qu'en général les enfants ne sont pas touchés aussi fortement que les adultes et qu'ils contribuent moins à la propagation du virus. Mais nous avons également parlé avec les experts des autres répercussions négatives sur les enfants suite au confinement. Un domaine et donc ce domaine est très important. On doit prendre ça au sérieux, tout aussi au sérieux que les mesures sanitaires. Un petit mot aux différentes positions qu'on a pu constater chez différents interlocuteurs. Par exemple, au syndicat, si on parle du cycle 1, il y a 3 associations ou syndicats qui s'occupent de ces cycles, mais ils avaient 3 positions différentes. Également, la représentation des parents, ils avaient des idées différentes. Et ça va de la fermeture complète au choix par les parents jusqu'à la fermeture totale. Donc, de l'ouverture à la fermeture en passant par le choix. Donc, j'entends tout le temps 2 versions, 2 voix différentes, non seulement chez les experts et les parents, mais aussi au niveau du débat public qui a lieu. Et non seulement autour de l'ouverture des écoles et des structures, mais les gens parlent aussi de la manière comment et dans quelle mesure retourner rapidement à la normale. Il y a des personnes qui se préoccupent de la sécurité, des personnes vulnérables, des personnes, de toutes les personnes. Mais j'entends également des voix qui parlent plus ou qui craignent plus les limitations, qu'ils craignent plus les limitations que le virus. Et là, il faut prendre cette voix-là aussi au sérieux. Il faut écouter les gens et essayer de les comprendre. Je comprends que beaucoup de gens se soucient. Le Covid-19 peut être très dangereux pour certaines personnes, pour toute la société, parce que toutes les répercussions le prouvent à suffisance. Je comprends aussi ceux qui se disent qu'il y a les peurs devant le virus et il y a ceux qui ont peur de ces mesures de sécurité. Quelle serait la répercussion sur les enfants? Donc nous devons écouter les 2 positions. Nous allons écouter les chercheurs aussi qui font de plus en plus de tirer des conclusions et qui ont des positions basées sur leurs efforts. C'est ce qu'on a fait quand on a annoncé l'ouverture des crèches au cycle 1 et quand on a prévu l'ouverture des cycles de compétences. Et nous allons continuer dans cette voie dans les semaines et les mois à venir. Donc on peut constater et peser le pour et le contre à chaque fois. Après cette consultation, on est arrivé à la conclusion qu'on peut rouvrir le cycle 1 sans pouvoir se soucier de manière considérable. Mais nous avons aussi décidé de laisser le choix aux précoces. Donc les enfants, les parents, on leur demande s'ils veulent garder l'inscription qu'ils ont faite ou s'ils veulent avoir une autre solution. Pour nous, on a pensé que le risque pour l'ouverture pour le cycle 1 se tient dans les limites et que d'autre part, il y a un danger pour les enfants s'ils doivent rester des mois à la maison, encore que là, il y a des risques également et que ce risque dépasserait les risques de l'autre côté. Finalement, comme dans les autres cycles, dans le cycle 1 également, on aura des dispositifs spécifiques et dérogent à ce qu'on connaît. Il est très clair que la protection buccale reste interdite pour les enfants de moins de 2 ans. Et la santé le déconseille également pour les enfants jusqu'à 6 ans. Et nous sommes de même avis.
Donc, les petits-enfants, jusqu'à 6 ans, on ne les oblige pas d'avoir la protection buccale. Parce que pour des raisons, pour des réflexions sanitaires, ce serait contre-productif. Et nous savons que chez les petits-enfants, ceux du cycle 1 et ceux de la crèche, il leur faut une proximité. Même si on réfléchit de manière pédagogique, les enfants veulent se toucher, veulent toucher leur éducatrice, leur institutrice. Cette proximité ne peut pas être évitée dans ce cas-ci. Et il faut donc en prendre compte. Et je l'ai toujours dit quand on a réfléchi. Si après on met l'enfant à l'école et que le petit enfant veut sauter dans les bras de l'institutrice et que l'institutrice doit dire non, tiens tes 2 mètres de distance, si c'est ça l'école, alors il vaut mieux que le jardin d'enfants reste fermé parce que les enfants ne l'auraient pas compris et cela aurait eu des conséquences négatives. Donc je suis content qu'on ait eu donc des mesures de sécurité différentes. Les enfants vont travailler dans un petit groupe, bien sûr, qu'on fermera à l'extérieur pour qu'à l'intérieur, on puisse avoir des relations plus familières et se rapprocher un peu plus. Un petit groupe dans le cycle 1, ça veut dire une demi-classe qui viendra donc une semaine sur l'autre. Et ici, il n'y aura pas de mélange avec d'autres enfants, pas dans le groupe B, pas pendant l'encadrement de l'après-midi. On dira clairement, même s'il n'y a que peu d'enfants qui viennent l'après-midi, on ne va pas les mélanger à d'autres. C'est une possibilité d'exception. Dans d'autres cycles, c'est un peu différent, mais ici, il faut protéger le cycle vers l'extérieur pour éviter ce mélange au niveau des enfants. Il est très important que l'enseignant prépare la reprise avec les enfants, surtout les petits-enfants. C'est un travail qui doit être soutenu par les parents, bien entendu. Et même avant le 25 mai, on doit en parler, ça doit être discuté à l'école. Pourquoi ça se fait? Qu'est-ce qu'est le virus? Pourquoi a-t-il fallu rester à la maison? Pourquoi les parents ne sont pas allés au travail? Pourquoi nos habitudes ont changé? Les habitudes de la famille ont changé? Pourquoi on ne peut pas se rencontrer si souvent? Pourquoi maintenant on ne peut pas avoir ses copains aussi souvent que c'était le cas avant? Tout cela, ce sont des questions que même les petits-enfants de 4, 5, 6 ans posent déjà. Et je pense qu'il faut trouver des réponses pour eux, pour qu'ils comprennent bien la situation et pour qu'ils puissent l'assimiler correctement. C'est pour ça que nous avons mis à disposition du matériel pédagogique aux enfants et donc aux enseignants également. Donc, par exemple, un petit film qui montre ce que c'est qu'un virus et ce que peut faire un tout petit pour rester éloigné du virus et pour mener une vie normale. On a tenu également au niveau du cycle 1 pour qu'on ne parle non seulement de tout ce qu'on ne peut pas faire. On a des mesures de sécurité, on ne peut pas avoir trop d'enfants, on ne peut pas travailler tous les jours avec le même matériel, mais là on veut poser la question d'une autre manière. Quel travail pédagogique va-t-on faire sous ces conditions? Vous voulez le documenter, donc nous avons travaillé à des bonnes pratiques pour pouvoir mettre du matériel à disposition des enseignants du cycle 1 pour qu'ils sachent comment faire un travail précieux du point de vue pédagogique avec les enfants. Comment, par exemple, départager la pièce, par exemple, avec des séparations optiques, par exemple, pour que les enfants puissent rester distanciés. Par exemple, que les enfants se mettent en cercle dans les petites classes, au lieu d'être sur des coussins, par exemple, on pourrait les mettre sur des chaises
Parce que si on est assis sur un coussin, on est vite près des autres. Et si on met une chaise à une certaine distance, il y a plus de protection. Donc il y a des possibilités qui prouvent qu'on peut s'adapter aux besoins des enfants et que ce ne soit pas trop difficile pour le personnel. Donc à ce moment, ils peuvent bien travailler avec les enfants parce qu'il ne nous importe pas seulement que le cycle 1 ouvre, mais qu'il ouvre de manière raisonnable et qu'on fasse un travail pédagogique utile. Donc nous avons un document de presque 20 pages qui a été envoyé aux enseignants. Donc jouer et apprendre à un moment de problème avec le virus. Donc nous avons discuté avec les gens, avec beaucoup d'interlocuteurs pour confectionner ce document. On a eu beaucoup de réflexions de différentes personnes. Donc je veux mettre l'accent sur un tuyau pour deux raisons. D'une part, la recherche nous dit la meilleure pièce où on peut se protéger du virus, c'est dans la nature, c'est à l'air libre. Pourquoi? Parce qu'à l'extérieur, à l'air pur, le virus se propage moins bien que dans des pièces fermées. Il y a quand même une deuxième raison. Ça compte pour le cycle 1, mais également pour toutes les activités que l'on va faire pour la reprise. Les enfants et les jeunes étaient très longtemps à l'intérieur, ils ont dû renoncer à l'extérieur, ils ont dû rester derrière la fenêtre, même quand il a fait beau, n'ont pas pu être à l'extérieur et ils ont dû renoncer à beaucoup de mouvements, d'exercices aussi. Et je pense qu'après le 25 mai, lors de la reprise, ce sera un des sujets les plus importants. Il ne pourra pas se passer un jour, si le temps le permet, où on passe un bon nombre d'heures à l'extérieur. Donc la meilleure salle de classe qui existe, c'est bien notre nature. Et pour les enfants du cycle 1, on peut bien les occuper à l'extérieur. Et en général, on est bien loin du virus. Que ce soit dans la cour de récré, à la plaine de jeu, j'ouvre une petite parenthèse, les plaines de jeu seront accessibles de nouveau, surtout dans les cours, donc ouverts de 8h à 18h, sous une surveillance, bien entendu, encore une fois, pour garantir qu'un groupe d'enfants ne se mélange pas à un autre groupe d'enfants. Et je pense que les enfants seront très heureux de pouvoir courir vers les plaines de jeu, aller au module. Parce que j'ai même vu dehors, vous voyez, quand j'étais promenée, j'ai vu que quelqu'un avait mis une balançoire à un arbre. Parce que les enfants étaient tellement contents d'avoir une balançoire. Et c'est pour ça que je pense que c'est important d'avoir les plaines de jeu de nouveau, de les ouvrir. Mais je pense aussi non seulement aux endroits prévus à l'extérieur, mais aussi à d'autres endroits. On peut aller spontanément dans la nature. Tout dépend évidemment du temps. Il peut y avoir les activités classiques dans la salle de classe, sous condition qu'on respecte les conditions sanitaires. Il faut voir quel matériel on peut utiliser, si ce matériel doit être nettoyé régulièrement, etc. On a également documenté ce volet. Et c'est tout à fait possible pour les enseignants et pour les personnes de la commune, par exemple. Ce sera tout à fait possible de maintenir et d'assurer ces conditions et de faire le nettoyage régulier. Ce que j'ai décrit ici, ça compte bien entendu pour les crèches également. Il faut donc rester en petits groupes, très isolés envers l'extérieur, pas mélangés avec d'autres enfants, pour pouvoir être un peu plus près à l'intérieur.
l'intérieur de la salle. Donc, je répète, le masque n'a pas sa place au cycle 1, pas non plus dans les crèches. C'est déconseillé jusque 6 ans. Et avant 2 ans, c'est carrément interdit. Un défi particulier encore pour l'organisation et la réouverture des crèches, il faut avoir des petits groupes et chaque groupe doit être isolé toute la journée dans une pièce. Mais là aussi, je pense qu'il faut sortir avec le groupe le plus souvent possible à différents endroits, si possible. Et ceci veut dire que si jusqu'à présent on avait 10, 11 enfants dans un groupe, maintenant le nombre maximal c'est 5 enfants. Donc ça veut dire qu'il y aura moins de places que maintenant. On aura clairement moins de postes, de places disponibles, la moitié qu'avant la crise. Mais au moins la moitié de plus que pendant la crise. Donc finalement, les crèches ouvrent à moitié de leur capacité. Là aussi, on veut laisser le choix aux parents de savoir s'ils veulent mettre leur enfant à la crèche ou non. Ça dépend bien entendu s'ils reprennent leur activité professionnelle en partie entièrement ou s'ils continuent de profiter d'un congé pour raison familiale. Donc, Dan Kersh et Romain Schneider et moi-même, on travaille de manière intensive au texte pour pouvoir proposer aux parents des enfants jusqu'à 4 ans pour leur donner les réponses à des questions. Donc, je dis encore, ce sont les enfants qui n'ont pas 4 ans jusqu'au 25 mai. Ces enfants-là, donc plutôt leurs parents, pourront profiter du congé pour raison familiale. Donc les parents vont décider. Ce serait mieux que les parents décident que s'ils pouvaient s'inscrire et que la crèche déciderait après. On part du principe que ici, avec la capacité nettement plus réduite qu'on a par rapport à la situation normale. Et d'un autre côté, on entend ces discussions de famille, d'amis, que j'ai beaucoup d'enfants, j'ai beaucoup dans des familles avec des petits-enfants, on se dit qui va travailler, qui ne va pas travailler tout de suite. Et là, on a finalement décidé d'avoir cette moitié de capacité dans la crèche si on offre ce congé pour raison familiale qui peut être pris jusqu'au 15 juin. Donc, non, pardon, jusqu'au 15 juillet, jusqu'au début des grandes vacances. Il y a des questions qui se posent souvent, qui sont discutées dans les moyens sociaux. Qu'est-ce qui se passe avec une période d'adaptation? Peut-être que les enfants sont chez une éducatrice différente, parce que vous savez, l'éducatrice est peut-être à la maison chez ses propres enfants. Ce sont des situations qui peuvent arriver. Donc là aussi, cette période d'acclimatation, on peut l'avoir en mettant les enfants par moment, petit moment, par heure, par quelques heures, quelques jours à la crèche, jusqu'à ce que l'enfant soit habitué et puisse reprendre son rythme normal. Donc, il est également possible de prendre le congé pour raison familiale par jour, par heure, tel que c'est nécessaire au point de vue organisationnel. Nous sommes toujours dans la crise et c'est pour ça que nous offrons de la flexibilité. Il faut de la solidarité, il faut aller l'un vers l'autre. Et il y a donc beaucoup de zones de gris dans les réponses, pas seulement du noir et du blanc. Et chacun doit essayer de contribuer. Une petite information en plus. Moi, en tant que parent, si j'ai un contrat avec la crèche, est-ce que ça veut dire que j'ai certainement une place? Pas vraiment, parce qu'on n'a que la moitié des places, donc on ne peut pas l'assurer. Et c'est pour ça que nous avons adopté ce
projet de loi ce matin. Ces contrats sont suspendus jusqu'au 15 juillet pour que dans les crèches, on puisse prendre les enfants des parents qui doivent retourner au travail dans leur entreprise et ne peuvent pas prendre le congé pour raison familiale, quelle que soit la raison. C'est pour ça qu'on a besoin de ces places-là. Et le 15 juillet, on va retrouver sa place. Et j'espère qu'à ce moment-là, on retrouvera la normalité, ou pratiquement la normalité dans les crèches, et qu'on aura moins de règles de distanciation. Nous l'espérons tous. Une autre reprise très importante, c'est celle des centres de compétences. J'avais commencé de faire des visites dans ces centres à travers le pays. Donc, les centres pour des enfants à besoins spécifiques. Parce qu'il y a 3 ans, il y a eu une nouvelle loi. Il y a beaucoup de personnel qui a été recruté ces 3 dernières années. Il y a eu de nouvelles missions, de nouveaux locaux. Et je voulais voir, écouter. J'ai été en mesure de faire une seule visite et puis il y a eu le coronavirus. Et mercredi, j'ai discuté à distance avec tous les directeurs lors d'une téléconférence et j'ai dit à ces personnes que je serais contente de pouvoir visiter leurs locaux sous des conditions normales. J'ai senti beaucoup d'engagement chez ces personnes-là. J'ai également pu comprendre la complexité du fonctionnement normal et la situation maintenant. Donc, avec des conditions restrictives, il faut réorganiser ceci. Ça prend une envergure différente. Donc, l'ouverture des centres de compétences est plus difficile à planifier, à communiquer, puisqu'il existe 9 centres différents qui s'occupent de besoins spécifiques à chaque fois, mais besoins très différents qui demandent des réponses très différentes dans le contexte de la crise sanitaire. Comment protéger les enfants et les professionnels par rapport au Covid-19 ? Et chaque enfant a son besoin spécifique bien individuel et on doit s'en préoccuper et faire preuve de beaucoup de flexibilité. C'est important pour nous que ces enfants scolarisés dans les centres de compétences, il nous importe qu'ils aient également droit à l'éducation. Ainsi, on ne va plus attendre un jour de plus pour ouvrir ces centres de compétences, pour que tous les enfants puissent retourner dans leurs établissements. On le fait donc à la date du 25 mai. C'est important pour les parents, pour les familles de beaucoup d'enfants, que ces centres retournent à une certaine normalité, puisque pour ces enfants, l'apprentissage à distance est un défi encore bien différent que pour les autres élèves. Et je pense que là, on va avoir beaucoup de soulagement dans les familles une fois que les enfants seront de nouveau tous les jours dans leur structure. Il y a certains centres de compétences qui ont déjà ouvert le début avril. Il y a des enfants qui y vont chaque jour pour continuer leur thérapie, leur rééducation ou le diagnostic. C'est un peu comme on a dit pour les autres écoles, les enfants avec qui on ne peut pas travailler à distance, ou les moyens, par exemple, digitaux ne suffisent pas. Si on n'arrive pas à remplir son devoir, alors l'enfant doit quand même pouvoir aller à l'école. Dans ce cas de figure, ce sont les centres de compétences. Et ça arrive avec pas mal d'enfants depuis le 20 avril. Le 11 mai, il y a eu la relance de la prise en charge ambulatoire au niveau secondaire.
où il y a des experts des centres de compétences sont allés dans les lycées pour pouvoir encadrer des enfants. Cette prise en charge ambulatoire va également commencer le 25 mai pour les enfants dans le fondamental qui ont besoin d'un encadrement régulier des centres de compétences. Et les centres de compétences eux-mêmes ouvriront leurs portes le 25 mai avec bien entendu un certain nombre de restrictions. Les ateliers spécifiques resteront fermés jusqu'à la fin de l'année scolaire et une série d'activités sont bien entendu soumises à des conditions d'hygiène spécifiques. Mais les conseils, la guidance, tout ça va recommencer, va continuer avec le respect des règles sanitaires. Ce qui est important, comme pour la petite enfance, c'est important de travailler en petits groupes. Et ça pose moins de problèmes dans les centres de compétences parce qu'en fait, c'est la règle. On a toujours des petits groupes. On ne doit pas séparer les classes et les groupes. Mais on doit éviter les mélanges, fermer les groupes vers l'extérieur. Et si on est à quelques-uns dans le groupe, ça doit rester ainsi pendant plusieurs semaines. C'est l'aspect le plus important. Il y a un avantage, il ne faut pas donc séparer les classes. L'avantage en est qu'il ne faut pas travailler dans un rythme d'une semaine sur l'autre. On peut, donc ces enfants-là pourront aller tous les jours au centre de compétences et ils pourront ainsi profiter d'une double portion d'éducation par rapport aux enfants du secondaire et du primaire. Et je suis content qu'on puisse assurer cette possibilité à ces enfants. Ils pourront donc bien profiter de ce temps-là. Un petit mot pour les centres de compétences par rapport aux masques, aux protections buccales. Donc pour le personnel, c'est normal qu'ils doivent le respecter. Pour les enfants, ils peuvent le mettre uniquement s'ils arrivent à utiliser eux-mêmes, se mettre la protection eux-mêmes. Donc pas de protection du tout jusque 2 ans, ce n'est pas recommandé jusque 6 ans non plus, mais il y a en plus la restriction que si l'enfant ne sait pas manœuvrer cette protection lui-même, alors il ne devra pas le mettre. En plus, il faut veiller à ce que la protection buccale ne soit pas mélangée entre les enfants. Donc, qu'un enfant l'enlève et que quelqu'un d'autre le mette, etc. C'est un point auquel il faut veiller de manière particulièrement dans ce milieu. Un changement important par rapport au fonctionnement normal d'avant la crise et qu'on ne peut pas assurer un accueil des enfants dans les maisons relais. Grâce à la nouvelle loi, on a pu assurer que les enfants restent inscrits dans leur école, que les enfants peuvent aller dans une maison relais dans leur coin, parce que ça fait partie de l'inclusion. Même si, point de vue scolaire, je suis dans un centre de compétences, pour l'encadrement, je peux aller avec les enfants de mon quartier, de ma rue. Ici, je l'ai dit avant, on va travailler avec des petits groupes qu'on doit isoler vers l'extérieur, donc ça, c'est pas possible. Donc, je regrette ce point-là, tant que le personnel et certainement beaucoup d'enfants, et même les parents et les enfants, mais on ne peut pas les laisser dans les maisons de relais. Par contre, on va voir si un accueil dans le centre de compétences sera offert au sein du centre de compétences. Ce sera fait là où c'est possible. Et si les parents n'arrivent pas à organiser ça, ils pourront profiter encore davantage d'un congé pour raison familiale pour être à temps avec leurs enfants l'après-midi. Pour la restauration, on mange sur place
comme de manière qu'on connaît dans les lycées, mais s'il faut des repas spécifiques, ce sera bien entendu offert. Mais comme ça existe dans les autres écoles, il n'y a pas de grandes pièces de cantine de restaurant. On reste dans la salle où on a passé le jour pour éviter des rapprochements. Donc les enfants dans les écoles primaires peuvent profiter de leur école avec des mesures d'hygiène particulières. Dans les enfants qui sont effectivement dans les centres de compétences, il y aura les cours normaux et il y aura le suivi à partir de la reprise, avec une seule restriction de plus, comme au fondamental au lycée. Pour le cas des enfants vulnérables, pour lesquels le Covid représenterait un risque, ces enfants-là continuent d'être scolarisés à distance à partir de la maison. Voilà un aperçu des informations que je veux donner aujourd'hui aux parents, aux enseignants, aux éducateurs, à tout le personnel spécialisé des centres de compétences. Je vous ai donné certaines règles. Ici, on a donné tout au personnel avec les spécificités pour les différents enfants. Il m'importe que pour chaque enfant, cette reprise soit bien préparée, qu'on n'ait oublié personne. Il n'y a pas d'élèves plus ou moins importants, pas de classe plus ou moins importante. C'est pour ça que je suis contente qu'au 25 mai, tous les enfants vont retourner à l'école, profiter de leur encadrement. Ce sera un changement pour tout le monde, pour les enfants, le personnel. Là encore, il faut l'engagement et la solidarité. Donc, l'apprentissage à distance a été un succès grâce à la solidarité et à l'engagement. Et il en faudra à l'avenir également. L'objectif sera de conclure cette année scolaire au mieux afin d'avoir des bases solides pour recommencer la rentrée en septembre. Et ça, c'est valable du cycle 1 jusqu'aux classes de première et également dans les centres de compétences. Et je suis particulièrement heureux qu'on arrive à assurer autant d'heures à l'école à tous les élèves. Il ne faut pas prioriser à ce niveau. Je suis très content que les structures puissent ouvrir également et que les enfants peuvent retourner dans les crèches, dans les maisons relais et dans les autres endroits. Donc c'est un pas très important vers la normalité. On rend une part de vie aux enfants en les remettant dans leur structure. Mais là aussi, des défis importants se présentent. Il y a beaucoup de commentaires. Il y a des défis sur le plan organisationnel. Il faut des idées, du talent d'organisation. Et je pense que là, cet apprentissage à distance sur les dernières 9 semaines nous a aidés. Et je pense que ce même esprit, on doit le garder et il va être très fort. Maintenant, lors de la planification, il y a des gens qui ont vraiment cette envie de retourner et on trouve cet engagement, cette envie de retourner à l'école. On le trouve à tous les niveaux et on espère que chaque enseignant puisse trouver un nouveau départ. Et je suis convaincue que sous ces conditions, nous aurons une rentrée positive. Je vous remercie de votre attention.
Je suis convaincue qu'il y aura certainement pas mal de questions. Et je vous donne l'occasion de les poser ici. Suivant vos informations, il y a 2 fois plus de personnes qui souhaitent aider dans les structures quand on a besoin. Donc, ma première question, pourquoi on n'utilise pas plus de personnel pour créer davantage de places dans les maisons relais? Donc, tout d'abord, on recrute plus de personnel qu'il ne faudrait pour assurer le fonctionnement. Il était clair pour nous que dès le départ, qu'on avait la possibilité de recruter davantage de personnel, on allait essayer d'avoir des réserves pendant les semaines à venir. Et ça compte pour toutes les structures. Il y aura des absences, bien sûr. Parce qu'il y a toujours la pandémie, il y a toujours un virus, donc on ne sait pas quel sera le développement. Donc il faudra recruter du personnel de remplacement. Mais ce n'est pas le personnel qui constitue la limite, il y a également les locaux. Pour les maisons relais, par exemple, c'est un éducateur pour 10 enfants dans une pièce. Et si on a plus de personnel encadrant, ça ne veut pas dire automatiquement qu'on a plus d'endroits. Je souhaite également souligner qu'on a bien regardé, en tenant compte des préférences des parents. On a donc développé ce modèle où une semaine est obligatoire, alors que la semaine d'après, le matin, c'est facultatif et les après-midi aussi. Donc, on a bien tenu compte des desiderata des parents. Et là, on est de loin en dessous de ce qu'on avait espéré. Et ce que les parents souhaitent, suivant mes renseignements, il me faut encore les réponses d'une commune, je pense. Et je pense qu'on peut donc ajuster notre offre et assurer les besoins. Vous avez parlé plusieurs fois de l'importance de l'air frais, qu'il n'est pas toujours possible de passer la journée scolaire dehors. Ce n'est pas seulement pour les structures d'encadrement et le cycle 1. Est-ce qu'il y a une communication de la part du ministère vers les écoles qu'il faut aérer les salles de classe le plus possible? Oui, c'est sorti, cette communication est sortie. Chaque fois que les écoles rouvrent, on a fait une communication sanitaire qui reprend cet élément-là. Ce n'est pas notre compétence, en fait, de la part du ministère de l'Éducation, mais nous savons ce que nous organisons plutôt le côté pédagogique. Nous ne savons pas toujours comment régler ces conditions sanitaires. Donc, nous avons chaque fois fait ensemble avec du ministère de la Santé un document dans lequel se trouvent les prescriptions, par exemple aussi sur les lycées, où nous sommes propriétaires des bâtisses. Donc l'aération est un sujet dont on discute. On regarde s'il y a la possibilité d'ouvrir les fenêtres ou si c'est automatique, etc. Vous avez parlé plusieurs fois du 15 juillet. Est-ce qu'il y a déjà des préparations au ministère pour le cas où un assouplissement n'est pas possible dans les structures d'accueil à partir du 15 septembre, et si jamais il y avait une deuxième vague, et si jamais on devait fermer les centres de compétences et les structures en septembre, quand est-ce que vous planifiez? Vous n'allez pas me croire si je vous disais qu'on avait déjà tout planifié, si on n'avait pas eu le temps de faire que ça. Nous espérons que nous allons poursuivre dans la direction de la normalisation. Si ce n'était pas le cas, alors il faudrait également faire en sorte d'adapter la vitesse d'ajustement.
J'espère vraiment pas qu'on arrivera dans une situation telle que celle du 13 mars, où du jour au lendemain, on doit dire c'est la dernière jour d'école. Ça ne serait... J'espère que ça ne sera pas le cas. Il faudra mesurer, sous-peser sans arrêt ce qui est nécessaire entre mesures d'hygiène d'une part et ce que d'autre part ne convient plus aux jeunes. Donc là, il faut tenir compte de cet aspect. Maintenant, les écoles fondamentales rouvrent, c'est une chose. Et si on a une autre situation sanitaire en juillet, en septembre également, une situation différente, il faudra à chaque fois s'adapter. Je l'ai déjà dit, je ne peux pas m'imaginer qu'on aura une rentrée sous le signe de l'apprentissage en alternance ou à distance. Je pense bien qu'il faudra se réadapter à un nouveau rythme où chacun pourra avoir l'éducation auquel il a droit. Si on parle de la rentrée du fondamental, c'est sur 2 semaines, c'est 25 leçons obligatoires. Sur une semaine, c'est 12,5 leçons en moyenne. Si on a une semaine normale d'avant la crise, c'était 28 leçons. On n'est même pas à la moitié des leçons qu'on assure donc actuellement par rapport à la situation normale. Je pense toutefois qu'avec l'énorme engagement des parents, des élèves, des enseignants à distance, et ce qu'on peut faire maintenant en présentiel, j'espère qu'on pourra terminer l'année scolaire, mais je pense que je peux vous dire qu'on ne pourra pas faire ça pendant toute une année scolaire. Donc, on devra avoir un nouveau départ. Donc, je veux assister. Vous dites, vous ne pouvez pas vous imaginer que ça continue l'enseignement à distance, mais on peut s'y préparer, bien sûr. Bien sûr, je pense qu'on a fait beaucoup d'expériences précieuses. On a appris beaucoup de choses. L'enseignement est à la maison, les écoliers sont à la maison. On a fait le meilleur de la situation. Les parents ont appris beaucoup aussi, c'est évident. On a dépassé pas mal d'écueils. On s'est heurté à beaucoup de problèmes. On a regardé tous ces outils techniques avec lesquels on travaille tous les jours. Maintenant, les élèves, les parents, les enseignants travaillent aussi tous les jours avec ces dispositifs. Donc, on s'y est habitué. Ce n'était pas le cas il y a 2 mois. Donc maintenant, on peut réfléchir si à l'avenir, on travaillera également avec sa hardware, ce matériel. Parce qu'au début, c'était une question qui s'est posée au début du confinement. Donc je suis content qu'on ait eu cette possibilité l'année dernière d'avoir, de donner à chaque élève un iPad. On va continuer dans cette voie. Et pendant la crise, on a fait beaucoup de formations continues pour enseignants. Il y en a énormément qui ont été présents, qui ont assisté, parce que les enseignants voulaient se poser cette question de savoir comment mieux faire dans une situation d'urgence. Et si dans quelques années, on avait un autre problème avec un virus, on serait mieux équipé que ça n'a été le cas il y a 2 mois. Maintenant, dans une phase où on retourne à la normalité, on peut évidemment préparer la gestion de crise pour l'avenir. On regardera où se préparer encore mieux et comment apprendre de nos expériences. Tageblatt, vous avez parlé de la surveillance qui sera assurée à partir de 7 heures du matin dans les cours de récré. Ce sera pour combien d'enfants et comment comptez-vous assurer les mesures de sécurité dans une cour de récré? Ce n'est pas un accueil, je y insiste, on n'organise pas un accueil tel qu'il existait avant ou avec des mesures de sécurité nécessaires.
Tout ce que j'ai dit maintenant pendant 1 heure, c'est les enfants ne peuvent pas se mélanger. Et on ne peut certainement pas accueillir les enfants dans une grande salle tous ensemble, comme c'était le cas avant. Mais parce que j'entends maintenant que beaucoup de parents disent à telle heure je dois être au travail, j'ai le trafic, j'ai la route. Ce sont les réalités auxquelles nous sommes confrontés maintenant et on le sera encore plus à partir du 25 mai. C'est pour ça que nous avons dit il y aura des enfants qui seront avant dans la cour et leur faudra une surveillance. Jusqu'à présent, la surveillance a été assurée 10 minutes avant. Ici, on veut assurer cette surveillance 1 heure avant. On ne dit pas venez tous, hein. On assure le même accueil qu'avant. Mais on dit au cas où il y a des enfants, il y aura 2 enseignants par école de présent pour assurer une surveillance et assurer que les mesures de sécurité soient respectées. Donc, essentiellement, s'assurer que les enfants à partir de 6 ans ont la protection buccale et qu'ils respectent la distanciation sociale. Je sais que les écoles sont déjà en train de planifier pour savoir où, à quel endroit se regrouperont les différentes classes. Et je pense que là, du fait que les enfants ont envie de retourner à l'école, il y a beaucoup d'inspiration. Même si pour ce genre de service, on ne peut pas assurer un service complet. Il a été dit que les enfants vont être séparés en critères A et B. On dit maintenant c'est pas possible que les enfants vont être départagés suivant le fait qu'ils vont à la relais, maison relais ou pas. Nous avions effectivement défini un certain nombre de critères. On n'a pas un nombre infini de classes. Si on partage chaque classe en 2, et si on voulait les accueillir tout le temps, il faudrait le double de locaux. Donc là, on s'est heurté à des limites. On a donc regardé combien d'encadrement est nécessaire, qui veut y aller, combien d'enfants veulent être encadrés l'après-midi. Et avec ces éléments, on a regardé s'il y avait possible d'organiser quelque chose. Et ça a un sens au niveau pédagogique. Normalement, on a 16 classes 16 élèves par classe. On les départage, donc en 2, ce sera 8. Si tout le monde ne reste pas, par exemple, 3 sur 8 seraient présents encore. Il faut les garder séparés. Donc, dans 2 pièces, on aurait 3 enfants avec un encadrant. Ce ne serait pas très intéressant au point de vue pédagogique, je pense. C'est pour ça que j'aimerais alors regrouper ces groupes-là pour qu'alors on aurait encore 6 enfants avec une personne pour encadrer. Et là, on pourrait donc s'imaginer d'autres activités. Parce que là, on sort des fois, il sera plus facile avec 6 enfants qu'avec 3. Nous avons également donné les recommandations qu'il faut regarder d'autres critères. Le 16 avril, à la conférence de presse, j'ai déjà dit que mathématiquement, ça ne peut pas fonctionner partout. Parce que déjà, il faut regarder si on peut avoir les frères et sœurs dans le même groupe. Et puis, il y a des enfants qui sont d'autres niveaux de classe. Donc, comme enseignant, si on dit que c'est qu'il y a des enfants qui sont très bien, qui n'ont pas pu se voir pendant quelques mois, alors ces enfants devraient être ensemble. Je sais que des fois ça fonctionne, mais ce n'est pas partout possible d'avoir la perfection. Madame du Luxembourg-Fort, je pourrais être sûre que j'ai bien compris. Si vous regardez le communiqué qui est venu aujourd'hui, il est marqué que les enfants seront mélangés l'après-midi. Que par exemple, si un groupe de 4 enfants peut être mis ensemble avec un autre groupe de 4 enfants, ce qui ferait un mélange de 2 groupes. Est-ce que c'est bien la réalité?
Est-ce qu'il y aura un groupement de groupes tout à l'heure? Je vous ai dit en parlant du cycle 1, là c'est très important que le groupe reste isolé et qu'un tel mélange est exclu même dans la semaine B. Mais si il s'avère qu'il y a encore des groupes l'après-midi où il n'y a que 2 enfants, alors dans l'intérêt des enfants, il faut mettre les groupes ensemble. Il ne faut pas remettre la composition en cause d'une semaine à l'autre, mais il faut faire une composition de groupe qui est différente le matin que l'après-midi, mais dans l'intérêt des enfants. Avec 2-3 enfants, je pense que ce sera la règle pour faire les regroupements. Vous avez dit pour les compétences, le centre de compétences, il n'est pas possible de faire une semaine A et une semaine B parce que c'est des tout petits groupes. Qu'est-ce que vous entendez par petit groupe? Combien d'enfants au maximum? C'est très différent suivant les cas. Pour les centres de compétences, il n'y a pas une seule règle parce que chaque centre de compétences fonctionne différemment et a sa taille de groupe puisqu'il faut s'adapter aux besoins des enfants. Là où les enfants ont des problèmes moteurs, le groupe est différent d'un groupe qui est au centre de logopédie. C'est encore différent chez des enfants qui ont des problèmes de développement socio-émotionnel. Donc, il n'y a pas une seule règle, telle que c'est le cas pour les autres classes. Donc, un maximum de combien d'enfants? Je peux le regarder, je ne l'ai pas, je n'ai pas le détail ici sur la taille des groupes dans les différents centres de compétences, mais on peut vous fournir le maximum et le minimum. Je pense que le minimum doit être 1. Question pour les parents, les mamans d'une journée. Est-ce que ces parents, ce personnel-là peut se présenter pour l'après-midi? Les parents de jour donc, peuvent recommencer leur activité le 25 mai. Et un enfant peut de nouveau aller pendant sa gardienne de jour. Les groupes sont limités à 5 enfants. Donc ça, c'est une activité qui peut redémarrer le 25 mai. On n'a pas essayé de recruter. On a eu des discussions avec des foyers de jour privés, des structures privées qui encadrent des enfants scolarisés parce qu'ils n'ont pas encore le droit d'ouvrir. On a discuté pour le personnel de ces endroits-là pourrait travailler chez nous, mais on a trouvé une autre solution. Il y a un groupe plutôt d'enfants qui iraient dans un foyer privé s'il n'y a pas assez de place au niveau de la commune. Là aussi, parce que on soutient les foyers privés pour pouvoir survivre la crise et que les locaux et le personnel est disponible. Donc là où on les utilise, à ce moment-là, il y aura donc un mélange d'enfants de différents groupes. Non pas dans un tel foyer, puisque c'est l'école qui définira le groupe pour l'après-midi. Ce groupe ira là. Ce n'est pas que les enfants qui étaient inscrits et qui étaient dans des classes différentes seraient mélangés comme c'était le cas avant le 13 mars. C'est l'école qui définit les groupes. Et comme avant, le groupe allait peut-être dans l'école de musique, le groupe va se rendre dans cette pièce d'un foyer privé. Et pour les parents de jour, ça peut être le cas aussi. Il pourrait y avoir des regroupements, oui. Le quotidien. Le recrutement des étudiants de l'Université Luxembourg, j'ai eu des échos. S'ils
étaient malades. Que faire alors en s'occupant des enfants? Alors qu'est-ce qui serait prévu pour le concours? Parce qu'il n'y a pas de deuxième session pour le concours. Si ça c'est un phénomène qui se répand, alors il faudra en discuter. Pour le moment, il n'y a pas de deuxième date pour un concours. Mais c'est la même situation que si vous attrapez une autre maladie. Et attraper une autre maladie que le Covid est toujours plus grande. Deuxième question par rapport aux plaines de jeu, même si vous n'êtes pas le seul qui est compétent. Vous avez dit que les plaines de jeu vont ouvrir pendant les heures d'école et en dehors alors. C'est comme pour les autres activités où les jeunes peuvent se regrouper, où des enfants peuvent être ensemble. Là, ce n'est toujours pas possible. On fait un premier pas vers la direction de l'ouverture pour les plaines de jeux qui sont dans la cour de récré. Il y a donc un accompagnement, si bien qu'on peut garantir que les enfants n'ont pas de contact entre eux s'ils ne sont pas dans le même groupe. Donc dans une telle disposition, c'est possible, mais sinon ce n'est pas le cas. Pas d'autres questions? Alors je vous remercie pour votre intérêt et continuons de travailler pendant les 10 jours à venir et nous nous réjouissons pour la nouvelle rentrée, pour les crèches, l'école fondamentale, les centres de compétences et les maisons relais.